Les deepfakes, ces images truquées vont-elles révolutionner notre rapport à l'image? Qui les produit? Combien coûtent-elles? On en débat tout de suite. On répond à ces questions avec Valérie Lecable. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, directrice générale de l'agence de communication Hill plus Knowlton Stratégie à Paris. Éric Tong-Kwong, bonjour. Enchanté. Bienvenue, président de l'agence de publicité La Chose. Et puis on est également au téléphone avec celui qui se fait appeler French Faker, qui réalise les trucages de l'émission C'est Canteloup sur TF1. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Pourquoi vous restez anonyme? Tiens, première question pour poser l'enjeu. Alors, pourquoi je reste anonyme? En fait, pour expliquer justement que donner ces informations à tout le monde peut être dangereux. Donc, ça fait partie en fait de mon combat et c'est pour cela que je tiens à garder mon anonymat et aussi à garder en fait l'intégrité de mes données et de mes vidéos afin qu'elles ne soient pas détournées. D'accord. Je vais vérifier avec Jean-Marc Dumontet, le producteur de C'est Canteloup, que vous étiez bien son prestataire. Donc on est entre gens de confiance. Vous avez sûrement vu cette vidéo de Tom Cruise sur TikTok publiée sur le compte Deep Tom Cruise. C'est cette vidéo qui m'a donné envie de parler des deepfakes. Je l'ai trouvée particulièrement réaliste, même si on détecte quelques erreurs, si on est très attentif. Est-ce qu'il y a un progrès constant? Est-ce que ces images sont de plus en plus difficiles à détecter pour ceux qui cherchent à savoir si ce sont des deepfakes? Alors, elles sont de plus en plus difficiles à détecter pour l'œil moyen, je dirais. Cependant, il existe des algorithmes qui permettent encore de les détecter même à ce niveau de finition. Donc certes, la technologie évolue et évoluera, mais elle évoluera dans les deux sens à chaque fois. Mais le problème, c'est que la technologie du deepfake avance peut-être un peu plus vite. Elle aura toujours un train d'avance par rapport à la détection. Oui, ça c'est un problème général. Est-ce que grâce à la technologie, aux puissances de calcul, j'imagine, qui progressent, c'est de plus en plus facile de faire un deepfake? C'est-à-dire il y a une sorte de démocratisation, n'importe qui, entre guillemets, peut s'en emparer. Est-ce que vous diriez ça? Non. Alors, oui et non. Pour le niveau de qualité de Deep Tom Cruise, c'est pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau-là de finition. Parce qu'il faut avoir des connaissances, je dirais, en code, mais aussi en VFX, c'est-à-dire en effets spéciaux et en compositing pour arriver à un rendu très fondu et qui est réussi. Il y a aussi une barrière hardware, c'est-à-dire qu'il faut avoir des ordinateurs très coûteux pour arriver à ce type de rendu. Cependant, des entreprises se sont emparées du problème, telles que Refake, qui permet en fait de faire des deepfakes d'une qualité, je dirais, variable pour le commun des mortels. Mais sinon, il y a quelques barrières pour arriver à un tel degré de finition. Alors, restez avec nous, j'aurais encore quelques questions à vous poser. Valérie Lecable, vous avez dirigé une chaîne d'information, iTélé, on y a travaillé ensemble d'ailleurs. C'était un petit peu avant l'apparition des deepfakes. C'est quoi votre opinion sur ces images manipulées et peut-être le risque qu'elles représentent? Écoutez, moi j'ai une habitude dans la vie, c'est d'accepter ce qui arrive. C'est-à-dire que la technologie, comme ça vient d'être dit, permet de faire ces deepfakes. Donc de toute façon, pour moi, ça ne sert à rien de le combattre, même si c'est bien que la technologie, pour les détecter aussi, puisse suivre les choses, parce qu'il peut y avoir des situations extrêmement dangereuses ou extrêmement particulières. Mais sincèrement, pour moi, on en est encore... Je caricature un peu, mais au stade de la caricature. C'est-à-dire qu'on en est encore dans cette évolution où on se rend compte tout de suite en voyant l'image qu'il y a quelque chose qui a été truqué, que c'est là soit pour nous surprendre, soit pour nous faire rire, soit pour nous interroger, etc. Et donc, encore aujourd'hui, pour l'instant, on ne se fait pas avoir quelque part. C'est-à-dire qu'il y a eu les humoristes, il y a Canteloup, etc. Et c'est une nouvelle évolution. Mais si on se projette dans l'avenir, le risque existe d'une certaine façon. Alors d'abord, une fois ça étant dit, pour moi, il y a deux risques. Il y a le risque des vraies fausses vidéos. Donc je pensais à l'époque, j'étais dans la campagne des municipales avec cette vidéo de Benjamin Griveaux qui est sortie, qui a été absolument hallucinante, et sur lesquelles, c'était très intéressant de vivre en live pendant 24 heures. On se dit, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Et il a fallu attendre quand même pratiquement 24 heures pour être sûr que cette vidéo était vraie. Et donc ça a obligé quand même Benjamin Griveaux à démissionner de sa campagne, ce qui est très très grave. Et l'autre chose, c'est le soupçon qu'on a sur certains États, que je ne sais pas si on peut les nommer
mentionner ici ou pas, mais je pense notamment à des États de l'Est et aux plus grands d'entre eux, sur certains On va États. dire Russie, Corée du Nord. Voilà, la Russie, parce que j'ai travaillé 2 ans et demi au ministère des Armées, et il y avait eu un rapport qui avait été fait extrêmement intéressant sur tout ce qui est fake news, et ceux-ci y participent, et la façon dont certains sont tentés dans ce type de régime de travestir la parole des uns et des autres. Donc je pense à Obama, effectivement, où il y a cette vidéo où on lui fait dire quelque chose qu'il n'a pas dit, parce que le plus simple, on en parlait, c'est simplement de faire dire à des gens réels des choses qu'ils n'ont pas vraiment dites. Et la question, c'est est-ce qu'on peut les détecter et pendant combien de temps ça va nuire aux personnes avant qu'on les détecte? On peut le détecter, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on peut croire ce qui a été dit. Voilà. Et c'est ce moment-là qui est particulièrement dangereux. Alors, Éric Tong-Pong, on est début octobre 2019, quand on peut, sur nos écrans, découvrir ceci. Regardez cette vidéo. Today is a historic day. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. It's done. I made not just America great again, but the world, folks. Donald Trump did it. C'est vous qui aviez produit cette campagne pour Solidarité SIDA, deepfake de Donald Trump, plutôt réussi. Avec quel objectif? On peut rappeler ça pour commencer. En fait, c'est le premier deepfake et le dernier deepfake que je vais faire. C'est le premier il a lancé d'ailleurs tout ce courant-là. Je pense que je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de deepfakes sur TF1 et tout ça s'il n'y avait pas eu ce premier deepfake à des vocations publicitaires. Alors, il faut savoir que dans la pub, je peux me permettre de faire ça que sur une association. Parce que sinon, je vais avoir des procès dans tous les sens. Ouais. Et là, c'était Solidarité SIDA. Avec Luc Baruet, on se connaît, on est tous on est post-quinquas, donc l'un et l'autre, on a tous connu le début du sida. Et en gros, la difficulté que j'avais, c'est en arrivant à l'agence, je me retrouvais avec des créatifs qui me disaient le sida. Bon, j'exagère, mais c'est quoi ce truc, en fait? C'est un truc de vieux, ça n'existe plus. Et c'est vrai que depuis l'apparition des trithérapies, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on voit moins de morts comme on pouvait le voir dans les années 80. Donc on s'est dit, vous vouliez marquer le coup, ouais. Bah oui, parce que alors, là, en l'occurrence, c'était tous les grands patrons des pays, tous les présidents se retrouvaient pour voter le dernier plan, on va dire, pour éradiquer définitivement le sida. Donc il y avait un enjeu de soit ils votent les 16 milliards, et en gros, ce treatment for all qui fait qu'on peut tuer maintenant on est habitué au principe de la pandémie et du Covid. Voilà, il y a une espèce de barrière de reproduction, et si on la casse, la maladie s'arrête. Et c'était exactement ça l'enjeu sur le sida. Donc on s'est dit, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose d'ultra visible. Ouais. Et on a utilisé ce... Bon, après, alors avec quelle technologie d'ailleurs? C'était quoi le système? En gros, c'est un système où en gros on a pris des images de Donald Trump sur un discours qu'il avait fait. On a pris un imitateur, et ensuite il y a des machines dans une grosse boîte de post-production qui ont travaillé pour faire en sorte que ce qui était dit par l'imitateur était reproduit sur les lèvres de Donald Trump. Ce qui fait qu'on a ce résultat, et avec un Donald Trump qui est très fier de lui. Ouais. Et qui n'aurait pas fait grand-chose pour lutter contre... Oui, enfin quand même, il a voté. Il a voté. Pour ce truc-là, il n'en a pas eu de procès, parce que c'était quand même la grande trouille de la boîte de prod qui avait fait le truc en disant, est-ce qu'un homme politique, tout d'un coup, si on se retrouve... Et d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est les limites de l'utilisation du deepfake, en tout cas dans le domaine de la publicité. C'est-à-dire que même si on met pendant tout le temps de la pub, ceci est un deepfake, on prend un gros risque juridique. On est obligé de négocier avec les gens qu'on utilise. Bah oui. Là, comme je suis sur une grande cause, je me suis permis, parce que c'est un peu d'expérience de vieux grigou, mais on sait bien que sur les hommes politiques en général, ils vont pas vous faire des procès parce que voilà, c'est trop compliqué, c'est du temps et ça va pas. Valérie? Non, juste un mot. Je trouve que ce qui est dit est très intéressant parce que ça montre bien que le deepfake, c'est fait pour quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose pour tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser sans raison. Et c'est pour ça que ça reste assez visible en fait. C'est-à-dire que il y a le sujet de la technologie, mais il y a aussi le sujet du fond. On fait pas ça pour rien. Et en général, comme on le fait pour quelque chose, ça se remarque assez rapidement. Moi, je suis assez optimiste, en fait, sur la limitation du danger, même dans la durée, parce que je me dis, comme ça a un objectif, comme de toute façon, c'est des gens qui disent des choses qui sont incroyables et auxquelles on ne peut pas croire, finalement. Est-ce que c'est pas ça qui va, finalement, protéger le plus la démocratie, parce que c'est bien de ça dont on est en train de parler. Que si un manipulateur d'opinion s'empare de la technologie, il y a quand même... C'est tellement énorme, vous êtes plus optimiste que moi. C'est tellement énorme en général que quelque part ça se détecte assez. Enfin,
Jusqu'à maintenant, ça se passe un peu comme ça. Après, Eric. Quand on voit sans fake news, sans deepfake tous les jours, il y a un niveau de croyance dans des fake news sur la Terre est plate et tout ça qui est colossal. Donc, il y a un problème qui n'est pas résolu, qui est plus de l'ordre de la façon dont les réseaux sociaux sont gérés pour envoyer des contenus aux gens. Moi, je suis d'une génération où, en fait, la contradiction et les échanges faisaient partie du sujet. Avec les réseaux sociaux, on ne parle qu'à ses convaincus, on prêche qu'avec ses convaincus, et on est dans des gens où, voilà, si vous croyez que la Terre est plate, vous allez recevoir des choses sur les chemtrails et sur tout un tas de trucs de l'État profond et dominé par des reptiliens. Donc, et vous allez peut-être croire une vidéo deepfake bien trafiquée. De toute façon, en fait, si on est prêt à croire à la Terre est plate, on peut croire quelqu'un qui nous dit la Terre est plate, que ce soit le pape ou Jésus. Je vais me retourner de nouveau vers French Faker, qui lui, je vous le rappelle, fabrique des deepfakes, notamment pour l'émission C'est Canteloup sur TF1. On va regarder une vidéo que vous avez présentée au festival, au Nikon Film Festival. Alors là, c'est une parodie d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. On va regarder les 20 premières secondes. Après, ça se corse un peu. Françaises et Français, mes chers compatriotes, la semaine dernière, je m'adressais à vous pour évoquer la crise que traverse notre pays. La guerre était alors une idée lointaine. Aujourd'hui, elle est réalité. Au nom de la France et du pouvoir qui m'habite, j'ai pris mes responsabilités de chef des armées, quoi qu'il en coûte, afin de contenir l'ennemi. Les deux composantes essentielles de la force de frappe française, aéroportée et sous-marine, ont été mises en branle. Et rassurez-vous, nous avons sorti l'artillerie lourde. Alors, on s'est arrêté là parce qu'après, ça devient vraiment caliente. French Faker, bon, c'est une fiction pour ce festival, ce Nikon Film Festival. Au-delà, il m'a fait beaucoup rire votre film, donc je dis bravo. J'aimerais qu'on comprenne comment vous l'avez fait. C'est quoi la technologie que vous mettez que vous utilisez pour un film comme ça? Alors, juste une chose, la vidéo, je l'ai pris, c'est pas moi qui l'ai réalisé ou quoi que ce soit, c'est Maxime Baudin, et il participe en ce moment au Nikon Festival, et j'ai pris la vidéo et j'ai fait mon deepfake dessus. Donc, c'est pas moi qui participe, c'est eux, ils ont fait un court-métrage et j'ai appliqué le deepfake dessus. D'accord, bien. Sinon, au niveau de la technologie, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai pris plusieurs discours de Macron, je les ai mis dans un algorithme en fait qui va apprendre, c'est du machine learning finalement, et qui va apprendre le visage et les expressions de Macron, et pour ensuite les superposer sur un sosie. Et du coup, la magie opère. Après, il y a un petit peu de compositing, de post-prod pour faire un fondu parfait, et on arrive à un tel résultat. Est-ce que ça coûte cher? On se pose la question, parce que moins ça coûte d'argent, plus ça peut être utilisé évidemment par les uns et les autres. Est-ce que ça coûte cher? Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure sur la puissance des machines que vous utilisez, mais c'est quoi la gamme de prix pour faire un deepfake d'après vous? Tout dépend en fait. C'est comme demander combien coûte de faire une maison. Ça dépend du nombre de plans, de la difficulté de la chose, mais c'est infiniment moins cher que de la 3D, qui alors est utilisée encore par les grands du cinéma et dans la fiction pour faire du face replacement, du head replacement, comme on dit en anglais, qui est maintenant l'ancêtre du deepfake. Ça coûtera infiniment moins cher. Donc je pense qu'à terme, d'ici quelques années, oui, tout le monde pourra faire des deepfakes sur son ordinateur, c'est certain. Ouais. La technologie du machine learning ou du deep learning, vous nous rappelez comment ça fonctionne? Sur les machines qui apprennent de leurs propres erreurs, c'est ça? Qui apprennent, en fait, on leur donne, c'est-à-dire, ils ont un modèle en fait à apprendre, et en fait, en calculant, en faisant des itérations, elles vont apprendre, oui, c'est ça, par erreur. En fait, les sources pour ensuite les deepfaker, là, pour le coup, sur un acteur. C'est ça, en fait, l'apprentissage. Dernière question pour vous, French Faker. Vous avez évoqué les logiciels qui permettent de détecter les images trafiquées. On peut imaginer, peut-être que ça existe aujourd'hui, mais on peut imaginer sur son smartphone avoir un outil qui, en temps réel, au moment où on visionne une vidéo sur Dailymotion, YouTube ou les réseaux sociaux quelconques, vous dit attention, c'est un deepfake, c'est possible ça? Oui, je pense. Déjà, Facebook en tout cas, Facebook est très avancé sur ce sujet. Ils ont fait plusieurs projets à ce niveau-là. Je sais qu'ils financent à ce niveau-là. Ça fait partie des problématiques de Facebook, en fait, de lutter contre les fake news. Donc, ils sont très, je dirais, impliqués là-dessus.
là-dessus, donc je pense que ça pourra arriver. En tout cas, sur Facebook, c'est sûr que ça va arriver et ça pourra dire que cette vidéo est un deepfake. Cependant, on n'a pas parlé d'une chose, on n'a pas parlé du deepfake de voix. Et ça existe et ça va arriver de plus en plus aussi. Et c'est bien plus compliqué. C'est plus compliqué à réaliser ou c'est plus compliqué Oui. en termes de conséquences aussi? Alors, les deux. Les deux, c'est plus compliqué à réaliser parce que la vidéo est infiniment plus simple que la voix. La voix, en fait, il y a des modulations, une façon de parler, etc. Beaucoup plus de choses à apprendre. Et dès qu'une voix est un peu robotique, on l'entend. Ça se voit plus qu'un visage que l'on peut maquiller ou auquel on peut appliquer des effets pour que ça passe finalement. Alors qu'une voix, c'est plus compliqué. Cependant, les effets peuvent être vraiment dévastateurs. On peut se faire passer, je dis n'importe quoi, mais pour un chef d'entreprise et demander à sa secrétaire de faire un virement, c'est possible. C'est possible. Donc, ça fait partie de mes prochains sujets et de le démocratiser pour montrer que ce genre de choses peuvent exister. Merci d'avoir participé à ce débat. Un dernier mot, Éric Tong-Kong. Est-ce qu'il faut instaurer des règles, notamment dans la publicité ou dans d'autres univers, c'est-à-dire d'utilisation de ce type de vidéos? Non, mais nous, dans la publicité, on est super contraints. C'est-à-dire qu'en gros, dans la publicité, les gens, ils mettent tous leur ceinture de sécurité, on roule tous à 50 en mode urbain et tout ça. Donc, on est surcontrôlé. Ouais. Donc, si on peut se dire qu'il y aura des panneaux, attention, ceci est un deepfake, ce sera dans un écran publicitaire. En fait, un des trucs, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'information la plus crédible est dans les écrans publicitaires. Parce qu'en gros, avant et après, il y a des fake news dans tous les sens, des gens qui s'emportent. Par contre, ça posera la question aux journalistes de faire un vrai travail d'investigation sur l'origine du propos. Et donc, ça va redonner justement de la crédibilité aux journalistes dans ce côté de tout le monde aujourd'hui s'invente journaliste en réseau social et on voit bien les dégâts que ça fait. Espérons-le. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Money. On parle cannabis thérapeutique.